Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque comme chaque semaine et pour la première vidéo de la semaine consacrée cette semaine à l'œuvre de Moorcock et au billion de sphères, son univers, son multivers littéraire et rôlistique, je vous présente Stormbringer. Ah oui, ça va rappeler de bons souvenirs à plein de gens. Donc oui, là cette semaine, je me dis autant entrer dans le vif du sujet et donc vous parler d'un jeu que probablement, on va dire, allez, plus de 80% des vieux rôlistes de ma génération ont probablement joué ou connaissent, puisque voilà, c'était un jeu qui a eu énormément de succès et qui a eu également énormément, on va dire, qui a acquis une certaine réputation dans les fins des années 80 et dans les années 90, le temps donc de l'apparition donc des gammes, c'est-à-dire Stormbringer, Elric chez nous et Hawkmoon. Et donc, que dire, on va dire, de cette œuvre de Moorcock. Alors Moorcock, à la base, c'est une œuvre évidemment littéraire, plusieurs cycles de romans, que l'on appelle donc romans, cycles, on va dire, des champions éternels, qui comprennent donc d'une part voilà, la saga d'Elric et Stormbringer, son épée buveuse d'âme, celle évidemment aussi du duc Dorian Hawkmoon, donc le cycle dit d'Hawkmoon, mais il y a également d'autres champions, enfin figures du champion éternel, que sont justement Corum, Erekosé et le chien de guerre et la douleur du monde, qui font partie également de toute cette mythologie en fait qu'il a mis en place, donc qui sont des romans écrits à partir des années 60 jusqu'à encore, on va dire, il y a pas très longtemps, hein, il écrivait encore, on va dire, des opus dans son univers littéraire en tout cas. Mais il y en a, on va dire, qu'une partie qui pour l'instant nous est parue chez nous. Petit à petit, ça arrive. Mais c'est surtout en fait les sagas donc, de Elric et Hawkmoon que nous connaissons et qui ont été adaptés très très tôt en jeu de rôle, puisque voilà, nous sommes au début des années 80, voilà, pour 81, tout de même 81, le Basic Roleplaying est sorti en 78 avec RunQuest, et on a donc le Basic Roleplaying adapté à ces univers. Sous la direction, donc, excusez-moi, de Ken Saint-André et Steve Perrin, qui vont être les architectes principaux de cette adaptation par Chaosium, en tout cas du Basic Role Playing System dans l'univers de Stormbringer. Alors un mot sur le Basic Role Playing, tout simplement. Hein. Bon, voilà, ceux qui auront vu mes vidéos sur RunQuest savent très bien de quoi je parle, et même, on va dire, les vieux rôlistes savent très bien ce que c'est que le Basic Role Playing. Donc c'est le système développé au départ pour justement jouer à RunQuest, donc dans le monde de Gloranta, mais qui a été adapté ensuite pour Stormbringer, pour Cthulhu. Un système basé sur évidemment des caractéristiques à peu près notées sur 20 et des pourcentages. Et évidemment, on réussit une action quand on fait un jet de descent en dessous, on va dire, de nos chances de réussite. Jusque-là, rien de bien compliqué. Dans Stormbringer, il reprend évidemment ces concepts, et c'est quasiment, on va dire, pour la première édition de Stormbringer, les mêmes règles que pour RunQuest, adaptées évidemment à l'univers de notre albinos préféré. Alors, est-ce que j'ai une feuille de perso? Oui, le livre de référence, la feuille de personnage. Voilà, je vous montre l'antique feuille de personnage. Donc, il y avait d'ailleurs une feuille de personnage avec une silhouette une silhouette masculine et une silhouette féminine. Donc, on a force, constitution, taille, intelligence, pouvoir, dextérité, charisme. Ça n'a pas de problème. Et la différence par rapport aux règles que nous connaissons aujourd'hui du Basic Roleplaying, c'est qu'on calculait en fait des bonus de catégories de compétences. Donc il y avait un bonus qui était calculé à partir d'une formule de nos caractéristiques,
qui permettait donc justement d'avoir ce fameux bonus exprimé en pourcentage qui s'ajoutait à toutes les compétences de la catégorie. Ainsi, voilà, si vous aviez une grande intelligence, eh bien, vous aviez un bonus de connaissances assez élevé, ce qui permettait justement d'avoir donc des bonus dans les compétences, donc qui allaient de évaluer un trésor jusqu'à parler des langues, des langages, etc. Donc voilà. Le... Pour le système, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Voilà, il y avait un système de points de vie, évidemment. Ce qui manquait dans Stormbringer, mais qui a été rajouté après, c'est un système de santé mentale, celui de Cthulhu, qui a été transposé. Ainsi que même, on va dire, on pouvait l'utiliser également dans Hawkmoon, évidemment, dont je parlerai probablement dans la deuxième vidéo. Même si il y a des suppléments, on va dire, qui sont entre les deux gammes. Mais bon, soit dit en passant, voilà, je pense que je ferai un choix et que je présenterai donc les suppléments, certains suppléments qui sont à la fois de la gamme Elric et Hawkmoon, ou Stormbringer et Hawkmoon, peut-être dans la vidéo sur Hawkmoon. On verra bien. Vous verrez, ça sera la surprise. Et donc, à partir donc de ce système-là, on avait également quand même une certaine dose d'aléatoire, parce que déjà dans les caractéristiques, c'était très aléatoire. Il y avait des bonus évidemment ratios qui ont tiré en fait sa nationalité, donc sur une table. On est où la table des nationalités justement, qui a fait on va dire frémir pas mal de monde. Donc voilà, avec donc de 0,1 donc 0,2 où on tirait un mélibonéen qui avait donc évidemment des bonus de carac affreux, jusqu'à on va dire les tout derniers de la table, le 0, voilà, 0-0, donc les Yu, Win et autres orgues qui concrètement c'était des races vraiment considérées comme des dégénérés, qui étaient très très forts certes, mais qui étaient complètement cons, hein, faut quand même le reconnaître comme ça. Donc voilà, et puis en plus après il vous donnait les types en fait de personnages, donc les classes entre guillemets, donc les professions qu'on pouvait jouer. Donc on était dans un système qui déjà promouvait très largement un très gros déséquilibre au niveau des personnages à la base. Donc on pouvait avoir évidemment des personnages avec des caractéristiques abominables, qui avaient en plus des malus parce qu'ils avaient une race qui était pourrie, faut quand même le reconnaître. Hein. Et donc pour jouer dans un univers justement où il y avait donc des races dominantes, que sont donc par exemple les Échemirs, les Pantangiens, les Ménibonéens, donc évidemment, qui eux, voilà, quand on tirait ce gros lot là, on était quand même assez content. Alors, pour ce qui est de l'univers en lui-même, comme je vous l'ai dit, nous sommes, on va dire, dans une mythologie vraiment particulière, un multivers qu'on appelle donc le pignon de sphères. Donc chaque sphère correspond en fait à un univers, et chaque univers, on va dire, est comme une bulle en fait. C'est pour ça qu'on appelle le pignon de sphères. Des bulles en fait, comme des bulles de savon qui seraient, on va dire, interconnectées les unes aux autres, comme si elles collaient en fait l'une aux autres, et on peut parfois donc évidemment passer d'un univers à l'autre. Et donc le principe, c'est que justement à la base, on pouvait justement aller d'un univers à l'autre, même s'il était au départ prévu que l'on joue exclusivement dans un univers. Donc là ici, c'est l'univers donc des jeunes royaumes. C'est donc un univers plutôt je dirais de dark fantasy, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'était la première carte de la première boîte de base. Donc l'évolution, l'autre, enfin la cartographie, si je puis dire, des jeunes royaumes a quand même un peu évolué. Là, on est dans une cartographie assez simple, mais qui était assez claire et qui permettait de voir l'essentiel. Et donc, ce monde est un monde qui est censé représenter potentiellement un monde de notre passé, un peu comme on va dire dans les œuvres de Conan. Donc on se place un petit peu dans ces œuvres justement de Sword and Sorcery et de Dark Fantasy. On est un peu entre les deux en fait dans Hawkmoon. On n'est pas réellement dans du Medfan. Enfin, moi en tout cas je considère qu'on n'est pas vraiment dans du Medfan pour ainsi dire. Enfin, je le qualifierais pas de Medfan pur, même si bon, il y en a tous les aspects, hein, sauf que voilà, il n'y a pas les races, on va dire, qu'on est censé attendre comme dans une œuvre Medfan type, on va dire Donjons et Dragons et consorts.
On est sur quelque chose de beaucoup plus original quand même, même si très archétypal malgré tout, puisque le but évidemment c'est de retraduire une œuvre qui elle-même définit en fait des concepts, et ces concepts autour donc de ce multivers, c'est que chaque univers d'une certaine manière est influencé par l'un des concepts primordiaux, l'une des tendances primordiales que sont donc le chaos, la loi et la balance. Et donc évidemment, Elric lui est censé être le héros du chaos qui d'une certaine manière va produire la transformation de l'univers, produire donc la transformation de son monde pour normalement arriver à notre univers. Donc, ce qui ferait de l'univers des Jeunes Royaumes une sorte de préhistoire mythique très ancienne de notre monde. Du moins, c'est la lecture que beaucoup en ont eue. Après, on peut avoir des lectures un peu différentes de la chose. Ça, c'est une appréciation, on va dire, assez personnelle. Mais normalement, quand on termine le cycle d'Elric, à savoir que bon, le tome final a été édité avant, on va dire, que toutes ces aventures aient été comptées. Parce que d'une certaine manière, après, il a fait des sortes de flashbacks, de rétro-aventures. Et ça a été, on va dire, assez courant dans son œuvre. Pour compléter le cycle, avec des aventures inédites de son personnage avant justement que on va dire son aventure prenne fin et que donc ils finissent par justement sonner le glas d'une certaine manière en soufflant, je crois, c'est donc dans un corps, on va dire symboliquement et on va dire physiquement pour justement mettre fin, on va dire, au monde des jeunes royaumes et transformer donc le monde dans le monde que nous connaissons. Voilà. Bon, je connais pas, on va dire, l'œuvre de manière par cœur. Hein, c'est quand même de la littérature, on va dire, de science-fiction. Hein, elle est classée, on va dire, dans la science-fiction, qui est quand même assez particulière. Le style est quand même lui aussi, voilà, c'est pas du Frank Herbert hein, pour ceux qui me connaissent. Voilà, on est quand même très loin. On pourrait même classer ça. C'était classé de toute façon au tout départ comme un peu de la littérature de gare. Mais voilà, maintenant on sait très bien que la littérature dite de SF populaire, on a un regard beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus avisé désormais dessus, alors qu'on la considérait assez mal à une certaine époque, surtout dans les années 80-90 encore. Là, on commence, on va dire, à avoir un regard un peu différent. Et heureusement, parce que bah, voilà, on redécouvre des choses, et même si on va dire ce n'est pas de la grande littérature, dans le sens où ce ne sont pas, on va dire, une qualité littéraire exceptionnelle, il n'en reste pas moins que voilà, il y a des idées, et ces idées, justement, c'est ces concepts, où donc le chaos, la loi, la balance vont lutter pour justement le contrôle de ces univers, pour avoir techniquement une tendance dans cet univers. Et ben, dans la première édition de Stormbringer, cet aspect n'est pas vraiment, on va dire, traduit dans le système de jeu. Il faut attendre Elric justement pour avoir cet aspect, comment dire, de l'univers qui est réellement un marqueur ludique, une proposition ludique forte dans le jeu qui va guider normalement le roleplay et également le destin des personnages qui eux-mêmes vont être impliqués dans cette lutte loi, chaos, balance. Alors évidemment, au niveau des représentations, le chaos, bah, c'est la force toujours en mouvement qui va être représentée évidemment par les arts magiques, la sorcellerie, l'invocation évidemment de démons. Dans les premières éditions de Stormbringer, il y en a eu 4 quand même avant que Elric soit traduit. Donc nous, notre deuxième version américaine correspond à la quatrième édition, notre deuxième édition française, pardon, correspond à la quatrième édition américaine, donc cette boîte-ci. Et franchement, il y a eu des ajustements de règles parce que c'était complètement n'importe quoi. Et heureusement, hein, d'ailleurs, parce que c'était un peu déjà qu'il y avait des gros déséquilibres au niveau des races, des stats. Si on rajoutait, on va dire, ceux qui pouvaient faire de la magie, donc de la sorcellerie, en plus, ça devenait vraiment ingérable pour la plupart. Mais bon, les MJ qui ont maîtrisé Stormbringer dans les années 80-90 le comprendront amplement. Et donc, justement, euh, on a vu, on va dire, les choses quelque peu rééquilibrées, même si ça restait assez fort, même, on va dire, avec Elric, donc dans les années 90. Parce que Elric, donc, c'est-à-dire voilà, le successeur, le digne successeur de justement de Stormbringer,
qui date donc de 93, voilà c'est ça pour la version américaine. La version américaine de Elric, la toute première, c'est celle-ci, je vous la montre à titre indicatif. Voilà, parce que les bouquins, on va dire, de chez Chaosium étaient des bouquins à couverture souple, qui n'étaient pas forcément du plus bel effet, mais bon, voilà, toute la gamme était comme ça, hein, que ce soit pour Cthulhu et consorts. Et donc, le chaos, comme je disais, c'est une force, on va dire, qui représente donc le mouvement, le changement, la transformation, et donc d'une certaine manière la destruction pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne après. Donc c'est une force évidemment qui est vue comme mauvaise, maléfique pour beaucoup. Mais en fin de compte, c'est un concept, on va dire, extrêmement normal et naturel qui fait partie, on va dire, qui est là pour l'équilibre du monde. En regard, évidemment, il y a la loi, qui, elle, correspond à l'ordre, à la stase, en fait, donc c'est-à-dire, on va dire, à une forme, on va dire, d'immobilisme, de quelque chose, donc la rigueur, la chose qui se fige quelque peu dans le temps, mais qui garantit en fait une certaine stabilité, mais qui garantit aussi un certain autoritarisme, une certaine lourdeur, quelque chose d'immuable, mais vraiment dans le mauvais sens du terme aussi. Donc la loi qui s'oppose au chaos, elle n'en reste pas moins aussi, on peut la voir comme une figure extrêmement on va dire oppressante, totalitaire, autocratique, elle représente vraiment tous les pouvoirs les plus cristallisés, qui sont là, on va dire, vraiment pour contraindre, pour, on va dire, aliéner l'individu, mais dans l'immobilisme. Donc, évidemment, c'est pas mieux techniquement que le chaos, mais c'est une vision du monde aussi qui se respecte, et donc voilà, il va y avoir des nations dans l'univers des jeunes royaumes qui, elles, vont être plutôt tournées vers ces fameux dieux de la loi. Donc je vous redonnerai la liste parce que là, deux têtes, comment dire, c'est pas forcément, ça vient pas forcément d'entrée. Pendant le feuilletage probablement. Et enfin, on a une dernière force qui est la force de la balance, qui elle est là évidemment pour être un peu l'équilibre entre les deux, qui correspond en fait à un choix mythique, mystique, vraiment au milieu entre les deux, le plus, on va dire, parfait, le plus harmonieux, le plus, on va dire, respectueux possible, où donc concrètement on ne bascule ni de l'un ni vers l'autre. En fait, on va presque équilibrer chaque acte, un acte dit un peu chaotique et un acte, on va dire, quelque peu loyal, en étant, on va dire, une force qui est là pour essayer de maintenir en fait un certain statu quo. Voilà, qui est représenté donc par là on en entend plus parler évidemment dans Hawkmoon, puisque voilà c'est l'ordre, enfin le fameux les bâtons runiques justement, et donc toutes ces forces, tous ces agents en fait de la balance, même s'il y a aussi des agents du chaos et des agents de la loi, hein, mais les fameux agents de la balance qui sont là justement pour essayer d'équilibrer le monde. Alors, évidemment, dans le monde des jeunes royaumes, la menace, on va dire, majeure, c'est les Melnibonéens, qui sont donc une ancienne race qui, dit-on, probablement vient d'un autre univers, qui s'est installée, on va dire, donc sur une île, qu'ils ont fait appeler Melniboné, et ils ont régné, on va dire, en tant que seigneurs décadents, enfin, déjà décadents, mais qui vont également disparaître du fait de leur décadence, après donc plusieurs milliers d'années de règne, alors qu'ils montaient des dragons, qu'ils buvaient, ils faisaient des orgies, qu'ils donc utilisaient la sorcellerie pour être évidemment les plus puissants, les plus forts, mais ça les a aussi, on va dire, rendus extrêmement hédonistes, extrêmement feignants, et donc du coup ils ont laissé petit à petit tout leur empire se déliter, et donc la saga d'Eric commence justement parce que lui c'était un descendant évidemment, un prétendant au trône, alors que sa saga commence quand justement les forces, on va dire, des jeunes royaumes, quelque peu, on va dire, quand même manipulées, enfin, bien, on va dire, téléguidées par la loi, justement, vont faire le sac de la capitale de Melniboné, donc c'est Imrir.
je crois, oui c'est ça. Et l'Empire, on va dire, chute définitivement, et c'est le début de la quête d'Elric qui, justement, lié à cette épée qui lui permet, on va dire, de pouvoir tenir debout, parce qu'il est souffreteux, drogué, et qu'il est incapable, donc, sans son épée qui boit les âmes de ses ennemis, de pouvoir, on va dire, on va dire, ouais, ne serait-ce que mettre un pas devant l'autre et avoir les idées assez claires pour pouvoir faire quelque chose. On est vraiment, on va dire, ouais, dans la figure de l'anti-héros faible qui est, on va dire, qui n'existe, on va dire, qu'à travers justement cette épée, on va dire, qui symbolise en quelque sorte sa destinée, mais sa destinée fatale, parce qu'il est censé évidemment mourir tout en détruisant le monde. Hein. On est quand même là-dedans, on est quand même dans un destin assez tragique, on a quand même un petit aspect, on va dire, un peu tragédie grecque là-dedans, puisque évidemment, lui qui est désigné comme étant le champion éternel, qui est censé donc faire évoluer l'univers cosmologiquement parlant, eh ben, il a un compagnon éternel qui est aussi avec lui, donc le compagnon qui lui va l'aider dans sa quête, mais qui va en périr, et il a également donc un amour éternel d'une certaine manière, et cet amour évidemment va être un amour qui va terminer tragiquement, puisque voilà, on voit sur cette magnifique illustration, il va finir par évidemment tuer sa bien-aimée. Voilà, Silmaril, dans un accès, on va dire, de colère, de désespoir, enfin bref, on est vraiment dans quelque chose de très tragique. Donc, on joue dans cet univers-là, on n'est pas censé, d'une certaine manière, on peut jouer avant, évidemment, le déclenchement de la saga, ou pendant, ou après, non, puisque le monde n'existe plus, donc ça va être un peu compliqué. Mais on peut se placer, on va dire, en tout cas pour ce qui est de Stormbringer, dans cette veine-là, et puis pour Elric, pareil. Et eh ben, il va falloir, en tant que personnage, la proposition ludique, comme pour tous ces jeux des années 80-90, il n'y en a pas, on va dire, elle n'est pas, on va dire, clairement établie dans le marbre. Le but, c'est, voilà, vous faites des persos bien plus ou moins cheatés, et après, vous partez à l'aventure d'une certaine manière, et vous allez vivre des histoires toutes plus terribles, terrifiantes, épiques les unes que les autres, sachant que si on est dans Stormbringer, Elric, on va vivre plutôt des aventures extrêmement sombres, extrêmement tragiques, elles aussi, euh, avec des confrontations évidemment à des personnes qui sont plus ou moins donc vouées au chaos, à la loi, moins à la balance, parce que la balance est présente quand même dans les jeunes royaumes, mais voilà, son influence est quand même bien plus discrète que dans le monde du tragique millénaire, dans le monde d'Oakmoon. Mais elle peut être évidemment aussi introduite en fonction des volontés, des besoins, on va dire, que le MJ veut mettre en place. Donc, on est dans cette proposition ludique très, très typique, on va dire, des jeux des années 80. Donc, ça va être une quête, on va dire, de puissance, aussi bien donc en termes de magie, de puissance physique, voilà, de quête de richesse, avec évidemment aussi tout un côté quête également, peut-être des, pour essayer d'accomplir une certaine destinée, évidemment, en fonction des personnages que l'on a. Mais ça va être vraiment un gros boulot de la part du MJ pour justement mettre ça en place, parce que au départ, le jeu, d'une certaine manière, ne le prévoit pas vraiment, quoi, dans sa proposition ludique de base. On est vraiment, on va dire, plutôt dans la surenchère de puissance, et dans des scénarios qui vont s'enchaîner, où ils vont récolter voilà, des richesses, de l'or, ils vont se rouler dans le stupre, et dans la luxure, dans les orgies, enfin ces fonctions en fait. Voilà. Moi j'ai souvent plutôt vu des tables où ça s'orientait plutôt au chaos, hein, dans la manière de se comporter, que vraiment du côté de la loi ou de la balance. Il a fallu attendre, on va dire, des campagnes que j'ai menées de manière un peu plus récente, pour ce qui est par exemple d'Oakmoon ou d'Elric, pour vraiment jouer sur cette dualité, et avec donc justement le système d'Elric et d'Oakmoon deuxième édition, pour rajouter ce côté, on va dire, lutte entre les forces cosmiques du billion de sphères. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce qui est de vous expliquer globalement l'univers.
Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus à en dire, mais bon, si j'ai des petites choses à rajouter, évidemment, je le ferai pendant qu'on va regarder la gamme ensemble. Donc, Elric, c'est avant tout donc une première boîte. Donc celle-ci, parue sous nos auspices, donc chez Oriflamme en 87, avec une couverture évidemment mythique a été maintenue d'ailleurs pour le pack de l'écran, donc de la version la plus récente dans les œuvres de Moorcock, c'est-à-dire Moon Blade, chez les Sombres Projets, qui fera l'objet d'une autre vidéo, parce que là, on est encore dans une autre proposition ludique et dans une revisitation, dans un autre point de vue sur la gamme. Donc là, ça pourra évidemment faire l'objet évidemment d'une autre vidéo. À l'intérieur, il y avait 3 livrets, la carte et un livret de référence. Ça, c'était donc pour le... Et évidemment, ça je vous le montrerai après, parce que c'est moche, c'était le premier écran. Parce qu'il y avait un premier écran. Alors, on avait tout d'abord un livre du joueur, où donc là on avait purement et simplement donc, voilà, une description très succincte des jeunes royaumes, donc qui était sur pas beaucoup de pages, hein, il y avait voilà, 15 pages de description, 15, ouais, on va dire une vingtaine de pages, on va dire ça comme ça, voilà, avec des illustrations elles aussi très mythiques qui ont été reprises encore, hein, qui sont vraiment, voilà, elles sont le reflet d'une époque. Donc ces descriptions très succinctes, donc vous voyez, voilà, la mise en page est quand même assez aride, hein, mais on était comme ça dans les années 80. Il y avait un petit paragraphe pour chacune des nations. C'était pas beaucoup. Après, on avait la description évidemment du système monétaire, la liste de prix, puis donc la création de perso. Voilà. La description ensuite évidemment des différentes races avec leurs bonus, les différentes classes, entre guillemets, professions que l'on pouvait jouer. Donc évidemment avec voilà, le magicien par exemple, enfin, le prêtre, prêtre pantangien, ou on va dire le sorcier qui était n'importe quoi, le voleur. Alors, un des personnages aussi que personne ne voulait tomber dessus, le fameux mendiant de Netsokor, qui était vraiment... Voilà, vous commenciez avec des bouts en moins, hein, mais vraiment, hein, vous étiez voilà, cul-de-jatte, manchot, mais bon, vous aviez des petits bonus supplémentaires, on va dire. Voilà. C'était sympathique. Celui qui jouait ça, il était content, hein. Il y avait déjà un perso de base qui était mutilé. Une petite table d'histoire personnelle qui donnait un petit peu de corps. Et donc après, voilà, vous aviez un perso donc, qui était défini, comme je vous disais, par les caractéristiques, les compétences, avec les bonus qui étaient calculés en fonction évidemment de vos caracs. Et les caracs elles-mêmes qui découlaient de vos jets de dés, plus les bonus de votre nationalité. Après, donc, vous aviez le système de combat, qui était décrit, voilà, avec des super illustrations des armes. Donc, beaucoup se souviennent, hein, voilà, avec des armes extrêmement déséquilibrées. Donc si vous aviez un arc en os melnibonéen ou un arc du désert, vous étiez le roi du pétrole. L'épée longue ou la hache lormirienne, voilà, c'était le must du must si vous vouliez survivre dans cet univers. Des règles donc avec des règles de blessures majeures, donc on avait une petite table de coups critiques entre guillemets. Voilà, le système de compétences juste ensuite. Après ça. Voilà, et donc on avait vraiment tout le système qui était décrit, univers compris de manière très succincte en quelque chose comme 60 pages. Hein. C'était pas gras. C'était pas gras. Ensuite, on avait le livre du maître du jeu. Donc là, on avait un peu plus de précision sur donc, justement le système de santé mentale. Heureusement, parce que comme je vous dis, voilà, il était absent par exemple au tout départ dans Hawkmoon, et heureusement qu'il a été revu et repris justement, parce que dans Hawkmoon c'est quand même assez important que le système de santé mentale soit présent, hein. Ça fait vraiment aussi tout le charme du jeu. Et donc, après, les animaux, donc créatures et monstres. Donc là, on avait la description du bestiaire, on va dire, spécifique, justement, à Hawkmoon, avec donc des créatures vraiment très étranges. Hein, voilà, vous voyez, il y avait vraiment des choses qui étaient assez particulières. La description, évidemment, aussi, même si on les crée, comment créer, en fait, les démons. Hein.
Ça sera dans le bouquin de la magie. Quelques conseils au maître du jeu et un exemple de scénario à la fin, donc le fameux scénario Le Piège. It's a trap, comme dirait l'autre. Voilà. Et après, on avait la description, et ça, c'était quand même super sympa. Les caracs de nos personnages préférés, donc Elric, Jack Greenlern de Pantang, Rakir, l'archer rouge d'Eshmir, voilà, d'autres personnages, donc Irkun de Melniboné, évidemment l'ennemi d'Elric, Surgan Tetchov de l'île des Cités Pourpres, Triste Lune d'Eshmir, donc son compagnon éternel, Zarosinia d'Ilmoria, l'une de ses ennemies, donc Michella, la sorcière dormante, agent de la loi, etc. Et Teleb Karna, donc le Pentangien. Voilà. Donc on avait vraiment les principaux. Les principaux. Alors après, dans le livre de la magie, on avait toutes les règles de magie, c'est le cas de le dire. Donc les règles de sorcellerie, la nature de la sorcellerie, comment on va dire invoquer. Donc on avait la possibilité évidemment d'invoquer des démons, mais aussi des élémentaires. Donc on avait accès donc aux sylphes, salamandres, euh, aux différents types d'élémentaires, qui est une vieille magie en fait, hein, évidemment, qu'utilise Elric hein, d'ailleurs dans les romans, hein, mais bon, c'est une très très vieille magie. On peut invoquer donc des plus petits élémentaires, des plus grands, normalement, les plus grands seigneurs, donc ça c'est surtout dans Elric, hein, après qu'on peut vraiment aller. On peut faire donc évidemment les invoquer dans des objets, donc faire des armes démons, des armures démons, c'était n'importe quoi. Voilà, on a plusieurs types évidemment de démons. Donc démons de savoir, démons de voyage, démons de plaisir. Il y avait quand même un côté. Enfin, ces démons de désir. Bon, on est quand même dans la même lignée. Hein. Voilà, avec des dessins de Gassner hein, à l'intérieur qui étaient vraiment plutôt très réussis. Avec voilà, plein de choses. Et donc les fameux seigneurs élémentaires, donc on avait justement la possibilité d'invoquer les seigneurs élémentaires. Donc Kakatal, seigneur des élémentaires du feu, Lassa, air, Stracha, eau et Grom de la terre. Voilà. Et donc des indications évidemment sur les forces cosmiques, donc les seigneurs de la loi, voilà, comment marchander avec les dieux, etc. Et un chapitre complet sur les cultes justement des jeunes royaumes, assez succinct quand même. Hein. Et on avait quand même un système c'est vrai, qui existait déjà dans la première édition. J'avais complètement zappé, mais c'est à force de jouer à Elric que j'en avais oublié quelque peu la chose. C'est-à-dire donc les points d'élan qu'on peut gagner en fait en fonction des élémentaires. Donc le système de points d'élan, c'est pas l'animal, hein, c'est de l'élan. Dans le sens, on prend de l'élan pour faire un saut très très loin. Et là, j'avoue que ça m'échappe parce que c'est vrai que c'est un système que j'avais pas, ou presque pas utilisé à l'époque. Et je me souviens plus du tout à quoi ça correspond. Voilà, c'était l'ancêtre en fait probablement de toute façon du système de balance justement loi KO, qui était quand même beaucoup plus clair dans Elric. Mais bon, et donc ça s'appelait Elan dans la première édition. Mais j'avoue que je me souvenais même plus parce que quand on jouait nous à Stormbringer, le système, le MJ l'utilisait quasiment pas, quoi, ou alors très très peu. Donc ça m'avait quelque peu passé en dessous et donc je pensais que c'était que dans Elric où le système, je pense qu'il avait été mieux redéfini et c'est pour ça qu'on l'utilisait de manière plus systématique et c'est surtout quand moi j'ai commencé à le maîtriser. Voilà, alors pour cette première version d'Elric, on avait eu un écran. Alors voilà, celui-là, si vous le connaissez, bah, tant mieux pour vous, parce qu'il n'y en a pas grand monde, dans mon avis, qui doit encore l'avoir. Moi j'ai eu la chance de le retrouver en état neuf. Voilà, il est bien moche, mais il était utile, comme dirait l'autre, voilà, avec tous les tableaux. Et donc il était accompagné d'un livret Soleil de sang avec donc un scénario. Voilà. Et donc ça permettait de. C'était un scénario qui se passait donc justement visiblement en Vilmoria ou Vilmir. Voilà. Oui, c'était en Vilmir. Enfin, on était à la frontière en fait avec le désert des larmes. Voilà,
toute une intrigue, on va dire, autour de cette périlleuse contrée qui est justement le désert de larmes. Donc ça, c'était pour la première boîte de base. Ensuite, la deuxième édition, la voici. Donc celle-ci, pareil, assez mythique, hein. Ceux qui la possèdent, ils sont bien contents de l'avoir. Moi, j'en suis très content, personnellement. J'ai réussi aussi à la garder à peu près en état, parce que les boîtes, comment dire, de Stormbringer, il y en a très très peu qui ont subsisté dans un bon état. Donc on a le même découpage, sauf que à l'intérieur, et ça s'y voit pas, mais en fait les changements de règles de la 4ème édition ont été, on va dire, implémentés. Donc on a l'impression que c'est la même mise en page, qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas changé, mais il y a quand même quelques petites choses qui varient. Surtout dans le livre en fait de la magie d'après mes souvenirs, hein. Mais bon, je vous dis, ça remonte à loin. Donc le livre du joueur, lui, quasiment ne change pas. Le livre du maître du jeu, je crois non plus. Je refeuillete à vue de nez pour vous dire ça, mais normalement non. Les choses n'avaient pas changé. Non, ils avaient pas. Non, le livre pareil du maître n'a pas changé. Ça faisait un peu comme si en fait on avait affaire à une réédition. Mais par contre, oui, au niveau du livre en fait de la magie, on est quand même vraiment dans quelque chose d'autre. Donc voilà, vous avez les fameuses l'introduction des fiches de grimoire qui n'existaient pas dans la première édition. Elles sont illisibles en plus, voilà, avec une mise en page qui a été revue pour y intégrer donc des règles supplémentaires d'invocation, les pouvoirs démoniaques ont été beaucoup mieux définir les pouvoirs que l'on peut ajouter. Parce qu'en fait, quand on invoque un démon, on a un certain pool de dés à assigner et de points de pouvoir, on va dire, qui permettent également de mettre des. Voilà, et donc on a la description après de tous les pouvoirs. C'est beaucoup plus clair quand même, hein, dans cette version-là. Vous avez fait quand même un gros effort pour essayer de. Voilà, avec des exemples aussi de démons. Ce qui n'existait pas ça, dans la première édition. Hein. On a juste la description des fameux démons, de leurs capacités, et après c'est pour ça que c'était un peu la chienlit, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Et après sur le chapitre sur le culte, sur les cultes, les points d'élan, ça n'a pas changé. Voilà. Donc c'était vraiment l'essentiel qui avait changé dans cette édition là, c'était le chapitre sur la magie. Donc on avait le livret de référence aussi. C'est vrai que j'avais oublié de vous le montrer, mais bon, c'est tout simplement la reprise des tableaux, des tables avec donc les feuilles de personnages. Voilà. Donc là, dans la deuxième édition, donc on avait la version avec la silhouette féminine aussi. Je crois qu'elle est, du coup, elle n'y était pas dans le premier. Oh, je sais plus. Je vous avoue que ça remonte à loin. Hein. Donc il y avait également la carte des jeunes royaumes et il y avait eu un écran deuxième édition. Voilà, qui lui est beaucoup. Celui-là, vous l'avez probablement un peu plus connu. Il est un peu plus beau. Bon, c'est pas non plus l'écran de l'année, hein, faut quand même se le dire. Mais voilà, au moins il existait et il était accompagné avec un scénario, donc l'œil de Strachar. Voilà. Avec la pub pour le supplément, les suppléments que je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième édition en français qui correspondait à la 4ème édition américaine, puisque Stormbringer, lui, par contre, a eu un énorme succès. Donc il y a eu 4 éditions et avant qu'on passe à Elric. Alors je n'ai pas tous les suppléments de Stormbringer, en particulier les suppléments de scénario. Parce que moi à l'époque, les suppléments de scénario, c'était pas ce qui m'intéressait. Hein. Je faisais mes scénarios moi-même. Donc voilà, il y a les suppléments, donc, comme par exemple le loup blanc, l'octogone du chaos, que je n'ai pas acheté à l'époque. Mais voilà, j'ai quand même le supplément donc démons et magie qui donnait évidemment des règles supplémentaires sur les démons et la magie comme son nom l'indique, avec voilà, plein de choses, hein, des caractéristiques également de PNJ. Il n'y avait pas que des règles de magie, il y avait aussi des scénarios d'ailleurs. Hein. Alors, donc voilà, l'île du sorcier, qui est donc un scénario qui est dedans, mais il y avait aussi des ajouts aux règles qui sont pas très, on va dire, énormes. Hein. Quoique. Mais bon, c'est bizarre parce que. Ah oui, les nouvelles attitudes des démons.
Et bah, la chose est présentée vraiment de manière assez étrange. Donc ouais, il y a les nouvelles aptitudes qui sont proposées. Et donc il y a deux scénarios. Voilà, mais la mise en page est assez particulière parce qu'en fait on commence le livre, on a les nouvelles aptitudes spéciales des démons et tout de suite après en fait on a justement les scénarios jusqu'à donc euh, jusqu'à la page à peu près 30 et après on a le deuxième scénario donc le cercle de velours et on revient à la fin pour des règles encore supplémentaires après la description des deux scénarios. Ouais, le sommaire est assez curieux. Quoi. Et donc à la fin, donc en fait, c'est des descriptions évidemment d'objets magiques, voilà, de créatures. Bref, les règles en fait, il n'y en a pas énormément, hein, mais c'est surtout en fait deux scénarios. Je pensais que le supplément lui-même, quand je l'avais acheté, était un peu plus, on va dire, plus supplément règles, mais en fait, c'est en fait plus un supplément scénario. Le loup blanc, où donc là, bah pareil, c'est supplément scénario et des règles sur les navires. Alors donc ouais, c'est évasion de l'enfer jaune, le scénario, et avant évidemment des descriptions en fait de temples. Donc il y a Sombre Flèche, le temple du chaos, le temple de la flamme éternelle, et Aven, le temple de la loi. Voilà. Donc on a en fait des lieux, on va dire, prêts à l'emploi, si je puis dire, même si bon, y emmener ces personnages, ça va être un petit peu, bon, ça va permettre probablement plus de développer de développer des intrigues, de développer des scénarios que réellement d'avoir un lieu prêt à l'emploi. Les règles donc navales avec les différents types de navires qu'il y a dans le monde des jeunes royaumes, avec leurs caractéristiques. Ça a été quand même assez utile, hein. Je m'en souviens, je l'avais utilisé pour à de nombreuses reprises. Et après, donc, un scénario avec, à la fin, il y avait des plans, des decks plans, c'est le cas de le dire, des plans de ponts de navires pour pouvoir, si vous le voulez, voilà, les photocopier, les découper pour justement faire des scènes de combat sur des bateaux. Les sorciers de Pantang, un supplément extrêmement intéressant de cette gamme, qui vous décrivait évidemment donc Pantang, comme son nom l'indique, l'église du chaos, voilà, les différents personnages importants, PNJ nommés ou non nommés, et donc il y avait après des scénarios évidemment qui vous étaient proposés, donc on avait une description d'à peu près une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine de pages, et après donc des scénarios, que dis-je, il y en a plusieurs. Oui, il y en a quelques-uns quand même. Il y en a un, deux, trois, quatre visiblement. Ça doit être ça. Hein. Oui, quatre. Est-ce qu'il y en a un de plus ça veut dire sinon qu'il y en a cinq. C'est peut-être justement une petite campagne qui est possible hein, sur le thème évidemment. Moi j'avoue que celle-ci je ne l'ai pas jouée. Hein. Moi franchement Stormbringer of Moon, j'ai toujours quasiment fait mes scénars tout seul. J'ai jamais joué de scénario écrit de la gamme. Parce que c'était assez dur quand même, il fallait vraiment adapter ses scénarios le plus possible à son groupe de joueurs. Et donc trouver un scénario qui pouvait être comme ça prêt à l'emploi, bah, voilà, c'était pas dans mon ADN. Ensuite, les seigneurs de la mer. Donc lui par contre, bah, c'est sur le thème évidemment de la mer, de la piraterie, voilà, avec également aussi des scénarios, encore c'est quand même un monde très marin on va dire. Voilà, la description des îles des cités pourpres, c'est surtout pour ça qu'on retient ce supplément, c'est surtout pour ça. Donc les îles des cités pourpres, les églises de l'île évidemment, les océans des jeunes royaumes, les pareil comme pour Pantang, des caractères de PNJ nommés et non nommés, et donc plusieurs aventures. Donc il y en a une, deux, trois, quatre. Donc ouais, Bras de fer, les sorts du chaos, la forteresse impie et Caris en feu. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais acheté ces deux suppléments parce que il y avait aussi des suppléments de fond qui quand même étaient intéressants, qui décrivaient vraiment deux protagonistes, donc les îles des cités pourpres d'un côté et donc Pantang de l'autre. Voilà,
Je me souviens, c'était pas complètement fortuit de ma part de m'être concentré à acheter en fait ces suppléments. Voilà. Donc ça, c'était pour la gamme Stormbringer, ce que j'avais à vous présenter de ma collection personnelle. Donc on arrive maintenant sur Elric. Donc là, on est déjà dans les années 90. Comme je vous ai dit, voilà, ça c'est la version américaine qui a été présentée. Voilà, on avait quand même vous voyez la différence, voilà, quand même, elle est de taille, si je puis dire. On avait quand même des livres d'excellente qualité qui nous étaient proposés par Oriflamme, couverture dure, voilà, mise en page claire, impeccable, avec donc cette fameuse couverture justement, qui, je l'ai vu, voilà, d'Hubert de Lartigue, qui l'a vendu d'ailleurs, l'original il n'y a pas très très longtemps, hein, c'était à la fin de l'année justement 2021. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Il expliquait justement comment il avait fait la comment ça s'appelle, comment il avait justement mis en place qu'il avait créé, si je puis dire, excusez-moi, l'illustration en question. Donc dans Elric, oui, c'est là en fait j'avais vu l'inverse, mais oui, il fallait réintégrer en fait le système de santé mentale de Stormbringer qui lui existait et qui n'existait pas justement dans Elric. Il n'y avait pas de santé mentale, ce qui était assez curieux quand même, qu'il n'ait pas justement réintégré le système de santé mentale dans cette version-là. Il avait purement et simplement disparu. Donc on pouvait évidemment le refaire. Il y avait le même problème comme pour Hawkmoon, hein, ça je m'en souvenais. Et donc c'était dans le sens inverse en fait. Voilà. C'était juste ça. Hein, je me souvenais qu'il y avait eu un problème et qu'on avait rajouté le système de santé mentale parce qu'il n'existait pas dans le jeu dans lequel on jouait. Donc là, on est quand même sur un jeu beaucoup plus équilibré. On a toujours le même système, le même basic role-playing, sauf que on est, on va dire, avec des caractères qui sont sur 2d6+6 et pas 3d6. Il n'y a plus de modificateurs de nationalité, ce qui fait que moi, dans Elric, je reprenais les modificateurs de nationalité de Stormbringer quand même pour donner des personnages un petit peu plus... il y avait moins de disparité quand même, mais bon, voilà. Les personnages, quand ils avaient du bol, ils avaient quand même un personnage... ils avaient un alter ego particulièrement puissant. Ce qui n'empêchait pas dans la première édition, mais là au moins c'était un peu plus lissé quand même. Donc on a une description des jeunes royaumes, donc la carte, moi je l'aime beaucoup moins, je trouve qu'elle est moins jolie, cette carte des jeunes royaumes. Même si elle est clairement plus claire, on va dire, à lire, avec une description quand même de l'univers sur une cinquantaine de pages. Donc voilà, avec, là je les ai sous les yeux, donc les seigneurs du chaos. Donc les seigneurs du chaos, donc Slortar l'ancien, Mabelod le sans-visage, roi des épées, Chardros évidemment, qui était un grand classique, Yonburn le bourreau, Xionbarg, reine des épées, Pillaret, révélateur tentaculaire de l'impossible, donc il y avait un peu une tête de Cthulhu. Des joueurs évidemment se sont foutus de sa tronche. Il l'appelait le dieu Pierre Perret, hein, je m'en souviens, c'est moi, ça m'avait traumatisé à l'époque. Balan le sombre, Ariok évidemment, qui est le plus connu d'entre eux, duc des enfers, seigneur des sept ténèbres, chevalier des épées, Equor, la dame bleue du désarroi, Narjam, seigneur des mendiants, et Balo le bouffon. Voilà. Et dans les seigneurs de la loi, ils sont 9 aussi, mais bon, on en connaît surtout 3. Donc Domblas le justicier, Arkin le méticuleux, Goldar, donc le profiteur, voilà, qui est le dieu tutélaire de la loi des cités à pourpre, hein, par exemple. Voilà, et plein d'autres, donc Valkyne, Terril, Salik, voilà, Elgis, etc. Donc il y en avait 9 de chaque côté, puisque bon, il y a un nombre évidemment quelque peu mythique pour chaque. Voilà, le chaos évidemment c'est un octogone, donc c'est voilà, c'est avec 8 flèches, donc il y a 8 dieux, on va dire principaux, 8 directions, et normalement donc les 9 immuables. Parce que en fait le symbole on va dire de la loi c'est plus le triangle normalement, mais ils sont sous le nombre 9 quand même qui est important, donc c'est 3 x 3 évidemment, mais c'est surtout le triangle d'après mes souvenirs qui lui est plutôt le symbole de la loi. Voilà, donc la création de personnages comme je vous disais,
un peu plus équilibré, avec là le vrai système non plus d'élan mais d'allégeance que moi je connais mieux que le système d'élan qui concrètement était quasiment passé sous les radars dans la première édition de Stormbringer. Mais le défaut, donc description voilà, des compétences, on a 250 points à répartir, sachant que il y a une précision de règle qui doit donc provenir probablement d'une édition d'Elric revue, corrigée, imprimée, qu'il faut utiliser parce que ça donne, on va dire, quand même un petit peu plus de points à vos personnages et ils sont un peu moins dépourvus pour commencer. On leur choisit en fait une sorte d'orientation qui permet en fait d'avoir des bonus de compétences. Donc c'est-à-dire orientation physique, mentale, rusée, baratineur. Voilà. Donc ne pas oublier ces petites règles qui sont vraiment à la toute fin, donc à la 240e page du livre, et qui donnait, on va dire, un peu plus de caractère, de corps à son personnage. Parce que 250 points, ça fait pas BZF. Hein. Ça vous donne l'équivalent en termes de compétences d'un investigateur de base à Cthulhu. Hein. C'est quasiment le même nombre. Et encore, à Cthulhu, c'est même parfois un petit peu en dessous. Donc, mais bon, c'est pas terrible. Le système de jeu est quasiment le même. Hein. Donc, on a toujours la fameuse table de résistance qui est toujours là. Donc, pour opposer les caractéristiques, pour faire une opposition dans le courant du jeu. Donc voilà, avec le système de combat reste tout autant meurtrier, hein, donc voilà, avec une matrice qui ressemble à celle donc, de RunQuest pour savoir qui réussit, qui rate de son attaque ou de sa parade pour savoir comment ça se gère. Avec des tables de maladresse, des règles optionnelles évidemment avec des coups spéciaux, donc les descriptions des types d'armes, ça il y a. La magie, donc là, pareil, revue et corrigée, elle devient beaucoup plus difficile à utiliser. Les sorts sont bien mieux définis, bien mieux catégorisés. Voilà, donc on a en plus une sorcellerie, on va dire dite plus de base, et après donc des règles, des vraies règles, comment dire, donc avec des sorts, je dis mineurs, mais c'est des sorts, on va dire, plus utilitaires. Des règles donc pour la convocation des démons et des élémentaires, les différents types d'espèces démoniaques, les facultés démoniaques qui sont décrites beaucoup plus, de manière un peu plus, encore plus détaillée et plus claire. Voilà, avec donc la description des fameux élémentaires, donc je vous disais, donc les sylphes, les gnomes, les salamandres et les ondines, voilà, c'est ça. J'ai oublié les deux autres. Les fameuses invocations, les objets magiques, etc. Donc le chapitre sur la magie est quand même assez conséquent. Hein. Après, on a aussi des conseils au maître du jeu. On retrouve d'ailleurs quelques petites. Voilà. Et les fameux on va dire, barèmes d'attribution de points du chaos, de la loi, de la balance. Et donc là, on va vraiment jouer beaucoup plus sur, on va dire, les actes de chacun qui vont vous faire attribuer donc des points. Et après, donc ça, normalement, le MJ le fait. Moi, en tout cas, je le faisais. Donc c'était sur cette petite ici. Moi, je l'ai gardé, on va dire, secret. Les joueurs ne savaient pas où ils en étaient. Bon, évidemment, quand on atteignait un certain niveau de barème, on était plus ou moins. On avait donc des possibilités justement d'invoquer des dieux, enfin des dieux, des seigneurs, on va dire, du chaos, de la loi, etc. Donc ça, c'était les. Et également, on va dire, ça nous donnait normalement des bonus pour certaines actions en fonction de ces allégeances. Voilà, mais bon, ça, dans le courant du jeu, j'ai joué quand même des campagnes pendant pas mal d'années, ça prenait quand même beaucoup de temps. On n'attribuait pas des points comme ça de manière. Voilà. Donc, pour les règles, c'est chaque fois que vous cumulez 100 points dans l'un des trois, ajoutez donc 10% aux chances de l'aventurier d'être reconnu. Donc, en plus, c'était aussi une forme de prestige. Et donc, il faut avoir, pour être donc considéré comme un ami ou par un allié ou un champion de la loi ou du chaos, jeter donc un dessin inférieur au score d'allégeance. Donc en plus, c'est aussi une reconnaissance par les autres agents. On peut normalement invoquer, en théorie, donc ça m'est quasiment jamais arrivé d'utiliser la règle, hein, c'est pour ça que je la relis en direct. Donc
gna gna gna. Ouais, donc de toute façon, il fallait accumuler des points. Vraiment, c'était vraiment plus du prestige qu'autre chose. Bon, après, on pouvait rajouter évidemment des petites subtilités au niveau du système de jeu. Mais je pense que c'était pas encore assez développé, hein, alors que pourtant c'était un des points forts du jeu. Mais normalement, ça devait se voir, on va dire, au niveau de la manière dont on jouait son personnage, et vraiment avoir un impact réel dans le jeu. Là, il y avait juste un impact visiblement qui était prévu dans les règles en termes de prestige. Moi, je me souvenais que je faisais jouer, on va dire, cela de manière un peu plus claire en termes de RP, et je demandais aux joueurs justement qu'on voit son inclination pour la loi, le KO, la balance, qui se dessine, on va dire, dans la manière dont il agit. Et normalement, j'étais persuadé qu'il y avait des bonus, hein, c'est peut-être dans les suppléments qui faisaient des propositions. Donc il y avait un écran, évidemment. Là, j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas maîtrisé Elric, donc il y a des choses qui me... Voilà. Celui-là était plutôt beau, hein, voilà, il était plutôt classe. Mais c'est toujours, on va dire, un style vraiment particulier, avec un livret scénario, les bannis. Et donc, ensuite, on avait des suppléments. Donc là, on arrive. Alors, c'est vrai que je n'ai pas abordé le problème épineux de la chose. Oui, les suppléments, que ce soit Stormbringer RX que je vous montre là. Alors, les petits suppléments comme ça vaut pas énormément cher. Les boîtes, les trouver, on va dire, en bon état, à moins d'une centaine d'euros de nos jours, c'est compliqué. Je dis bien en bon état, hein, parce que vous pouvez en trouver, on va dire, en moins bon état, peut-être à 80 euros si vous avez du bol. Les suppléments, on va dire, d'Elric, là que je vous montre, sont beaucoup plus recherchés. Et donc, eux, ça atteint, on va dire, des 50 euros minimum pour le supplément, à voire beaucoup plus, 75, 100 euros, quoi, pour certains. Alors les versets impiques est l'équivalent un petit peu, on va dire, du supplément justement sur la magie, où on décrit un petit peu plus les nouvelles espèces de démons, les nouveaux pouvoirs, tout est dedans. C'est rarement des règles que j'ai utilisées beaucoup. J'avais quand même pas beaucoup de gens qui pratiquaient la magie à ma table, hein. Je voulais que ça reste assez rare. Donc voilà. Mais il y avait quand même des gens qui pouvaient peut-être invoquer des élémentaires, d'après mes souvenirs. C'était déjà pas mal, quoi. J'avais un chaman, je crois, qui... qui pouvait faire ce genre de choses. Et c'était déjà bien fort, quoi. Donc les invocations de démons. Là, il y avait même aussi les règles sur la nécromancie dans celui-ci. Les fameuses règles d'enchantement, donc là pour créer des objets qui étaient complètement cheatés dans Stormbringer, qui restent quand même très fort dans Elric. Voilà, donc ça c'était les versets impies. Après, supplément quasiment indispensable, Menny Bonnet. Donc c'est là, on rentre vraiment dans les suppléments qui sont très chers et très durs à trouver. Donc supplément de 160 pages environ, qui décrivent vraiment toute l'île. Vraiment avec une visite guidée de tout le lieu. Et normalement, il y avait également, je crois, un scénario, enfin un gros scénario à la fin. C'est un seul ou plusieurs. Oui, le ver des souffrances. Je crois que c'était un scénario. Je vous dis cela. Il y en a plusieurs même en fait. Donc le ver des souffrances, le fantôme des cités, je crois aussi, qui est un autre scénario, page 132, je vérifie. Oui, c'est aussi un autre scénario. Voilà. Donc, on avait une description vraiment intéressante, même si bon, on jouait à Ménibonnet, sur l'île de Ménibonnet avant, c'est quand même, c'est vraiment très compliqué, hein. Sincèrement, vous allez beaucoup plus utiliser pour le contexte que réellement pour y placer vos scénarios. Donc, vous voyez, vous avez les fameuses galères ménibonnéennes, connues et redoutées sur toutes les mers. C'est quand même, voilà, ça n'en reste pas moins quelque chose de... Bon, il y avait quand même aussi des descriptions évidemment de plein de PNJ, hein, évidemment. Donc le prince dragon Elric, voilà. Là c'est Karak évidemment.
dans le supplément. Et je crois qu'elle n'était pas, hein, dans le livre de base, d'après mes souvenirs. Donc il fallait vraiment attendre le supplément pour avoir là où elles étaient dans la boîte de base pour Stormbringer. Donc évidemment, toujours aussi cheaté, hein, quel que soit le système de jeu, ils avaient toujours fait en sorte de nous montrer qui c'était le boss. Voilà, Imrir, la carte d'Imrir qui était dedans aussi. Donc ça reste quand même une belle, un beau supplément, mais qui va être plus utilisé pour que vous créiez vos scénarios que pour y jouer réellement. Le livre des jeux de royaume, pareil, celui-là dur à trouver, mais extrêmement important, intéressant. Parce que dedans, donc, vous avez la description. Je l'ai aussi en VO, hein, mais bon, en VO, c'est pas la peine que je vous le montre, il est assez moche. Donc la description de Vilmir, d'Il Moria, du désert des larmes, de Natsokor, du désert des soupirs et de Tanelorn. Donc il est vraiment très intéressant parce qu'il y a plein de lieux qui sont très, très intéressants à, on va dire, à utiliser pour vos scénarios. Donc en particulier Vilmir et Il Moria, le désert des larmes aussi, on peut y placer des choses. Natsokor, c'est un coupe-gorge puisque c'est la ville des mendiants, voilà, c'est la ville du chaos par excellence, d'une certaine manière, parce que les mendiants sont liés au chaos. Hein. Voilà, c'est un choix assez particulier, on va dire, en termes idéologiques. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et Tanelorn, donc la cité, évidemment, de la balance, et le désert des soupirs. Pareil, donc c'est vraiment des... Voilà, il y en a eu, malheureusement, en français, qu'un seul tome qui a été fait. Je crois que même qu'en VO, le tome 2 n'est jamais paru. Hein. Et on avait une magnifique carte qui était avec... Ça, je me souvenais plus qu'il y avait une carte. Parce que j'ai pas dû la sortir très très souvent, celle-là. Voilà, la carte donc des contrées justement qui nous sont présentées. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on a les îles des cités pourpres ici. Et donc voilà, Orgue, Île Moria, etc. Le désert des larmes ici. Donc ça, le désert des larmes, je me souviens si j'avais sorti la carte parce qu'on avait joué un scénario dans le désert des larmes. Parce que j'avais fait vraiment un crossover complet avec Hawkmoon et donc j'avais un inventeur dans mon groupe qui leur avait permis justement de faire des voyages en ballon dirigeable. Alors après, le dernier supplément, pareil, extrêmement compliqué. C'est un des derniers, je crois que j'ai réussi à choper dans la gamme. Donc les architectes du destin. Donc là, on a la description justement des forces du chaos, de la loi, voilà, des cultes. Dans la version Elric, c'était le supplément en question, donc qui est sorti. Celui-ci, il date de donnez-moi une date. Oh là là, c'est pas possible, il est sorti quand celui-là? Je vais peut-être même pas réussir à retrouver la date de parution, mais c'est parmi les derniers suppléments qui sont sortis dans la gamme, parce que celui-là il est vraiment très très compliqué à trouver. Voilà, je remercie encore la personne qui m'avait permis de le trouver d'occasion. Là je ne sais plus, au niveau de la date, j'arrive pas à retrouver. Donc et je crois en plus que c'est un supplément qui était de création française, parce que je me souviens pas que ce soit une traduction. Hein, j'ai pas souvenir en fait qu'il y avait un équivalent qui existait en VO. Voilà. Donc c'est en tout cas le supplément à posséder vraiment pour avoir la description complète de tout le panthéon donc des seigneurs du chaos et de la loi. Donc c'est vraiment un supplément quasiment indispensable hein, si vous voulez vraiment rentrer en profondeur. Alors après les suppléments en VO de la gamme Elric, et on terminera là-dessus cette première vidéo. Donc le livre de base, comme je vous dis, voilà, c'est le même au niveau des informations, mais évidemment la mise en page est différente. Et moi je le trouve même pas terrible, hein. Franchement les suppléments là en VO, la gamme VO en tout cas est pas très encourageante en termes de mise en page et de... C'est très vraiment bouquin de GDR américain de ces années-là, hein. Ils étaient tous à peu près comme ça, surtout ceux de Chaosium. Voilà, vous voyez, c'était... Il y avait un pack du maître du jeu qui existait, où donc on avait une carte, un écran très moche. Là franchement,
Par contre, les écrans Cthulhu, quand je vous avais fait la gamme, étaient du même acabit et ils étaient vraiment abominables. Faut quand même le reconnaître, voilà, avec des tables derrière sur fond, comment dire, comme ça, d'un vieux, c'est quoi, couleur orange pisseux, c'est pas terrible, avec des couleurs criardes même au niveau. Il y avait des aides de jeu hein, pour le maître du jeu en couleur. Donc un aide du jeu pour les sorts, pour les pouvoirs des démons, pour les tables d'armes. Il y avait donc une carte également des Jeunes Royaumes, qui est donc celle qui avait été reprise et traduite dans le livre de base. Voilà, elle n'était pas, comme je vous dis, moi je l'aime pas celle-là, je préfère largement celle de la première édition. Il y avait un marque-page, voilà, c'est à noter, hein. Et donc un livret avec les feuilles de personnages, il y avait un petit scénario visiblement. Oui, c'est des micro-scénarios en fait qui étaient proposés, donc ils vous proposaient un scénario en fait en une page, des sortes de scénarios instantanés pour hop là, et on lit l'histoire et ben, on commence à jouer tout de suite. C'est une bonne idée, hein. Il y a des trucs des jeux qui le font bien. Là j'avoue que voilà, c'était pas non plus super inspiré. Alors, donc Fate of Fools, que j'ai évidemment en VO, qui est un supplément de scénario. Je crois qu'il avait été traduit en français, mais j'ai plus souvenir si. Voilà, donc c'était un supplément de scénario. Voilà, à quoi ça ressemblait. Donc, comme je vous dis, l'intérieur des suppléments n'est pas extraordinaire. Quand même le reconnaître. Je ne sais même plus s'il avait été traduit en français. J'ai un doute. Donc l'Atlas des Jeunes Royaumes, le continent Nord, donc c'est celui que je vous ai montré. Voilà, donc, ça c'est la version en VO, donc comme je vous ai dit, elle est pas terrible, hein, je ne m'attarde pas dessus. Bon, il y avait quand même, voilà, les plans ont été repris en VF. Un autre supplément beaucoup plus intéressant, donc sur le Unknown East, l'Ouest inconnu. Je crois que normalement celui-ci a été traduit. Donc moi j'ai que la VO, j'ai pas la VF. Voilà. Et donc là il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc justement sur la description voilà, de toute cette partie-là des Jeunes Royaumes qu'on connaît pas beaucoup. Des Chmires justement en particulier, puisqu'il y a quand même ces peuples-là qui viennent de là. Là franchement il y a de la matière, hein. Franchement c'est dommage que je l'ai pas en français, mais comme je vous dis j'ai plus souvenir si oui ou non il existe en français. Vous me le direz dans les commentaires, j'ai pas revérifié avant s'il avait été traduit ou pas. Et le Sailing on the Seas of Fate, donc lui je crois que ce supplément là je sais plus non plus s'il avait été traduit en français ou pas. Mais bon voilà, vous avez pareil pour Elric la description telle que ça avait été dans plusieurs suppléments de la gamme Stormbringer, des navires, du commerce, des flottes de guerre, on va dire, de chacune des grandes nations. Avec des idées de scénario, et la description je crois qu'il y a, ouais, voilà, il y a un scénario que j'ai utilisé là-dedans qui était vraiment intéressant. The Curse of the Whisperer. Alors j'ai pas utilisé le scénario en lui-même, j'ai utilisé on va dire le navire, voilà, qui est une galère vraiment, c'est une galère, c'est le cas de le dire, qui est vraiment un petit donjon hein, d'une certaine manière. Donc une galère du chaos qu'on peut visiter comme un donjon. Et ça avait fait un scénar plutôt intéressant. Moi, je me souviens que les joueurs avaient bien apprécié d'aller se tataner contre des forces chaotiques, vouées donc à Piaret, le dieu des mers, le dieu à tête de poulpe, un peu Cthulhu, hein, quand même se le reconnaître. D'où voilà, cette fameuse blague de très mauvais goût sur Pierre Perret. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est en tout cas de la gamme Stormbringer Elric. Je vous invite donc à liker, pousser, mettre des commentaires sur cette première vidéo. Va suivre tout de suite, j'enchaîne la vidéo sur Hawkmoon.
où je vais donc pareil voilà, faire la revue de la gamme Hawkmoon, où là on va dire ma gamme est un peu plus complète, vous allez le voir, parce que ben, voilà, il y a eu une petite préférence, hein. J'ai quand même une grosse préférence pour Hawkmoon par rapport à Stormbringer et Elric, même si bon, les deux je les aime bien, hein. Et voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour cette deuxième partie. Je vais couper là parce que sinon ça va faire une vidéo très très longue. Et quand même, voilà, les lives sont déjà assez longs comme ça, on va pas en rajouter. Et donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la revue du Billion de Sphères et de l'œuvre de Moorcock. A tout de suite, à bientôt.